la parole à Joël Zafran, que nous n'allons pas pouvoir voir physiquement, puisque, je vous l'ai dit tout à l'heure, sa caméra ne fonctionne pas. Joël, c'est à toi. Merci, merci Vincent, merci à vous, à toute l'équipe, de me donner l'occasion de réfléchir, somme toute, sur une thématique pour laquelle je ne suis pas tout à fait expert. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir mon propos va en fait s'inscrire dans le préliminaire de Vincent, c'est-à-dire le fait de pouvoir poser la question des curricula de manière un peu plus globale. Je voudrais m'excuser de l'écran noir. C'est déjà difficile quand les discussions se font à distanciel, alors de surcroît quand c'est avec un écran noir. Mais sachez qu'en fait, si je puis dire, cet écran noir illustre mes nuits blanches à la lecture des textes des collègues. Alors, pas parce que les textes étaient ardus, au contraire, je les trouve extrêmement fluides. Mais encore une fois, comme je vous disais, parce que je ne suis pas, comment dirais-je, je ne suis pas un sociologue des curricula, à la différence de Philippe, par exemple. Néanmoins, ça m'a donné l'occasion, en fait, de réunir quelques réflexions de manière à ce qu'elles soient un peu cohérentes et qu'elles puissent servir à la discussion. Alors, je suis parti du mot sens, évidemment, et je suis parti d'une littérature sociologique, donc ça a été cité, évidemment, le travail de Jean-Claude Forquin, la sociologie du curriculum. Bien, le sens, c'est d'abord une direction. Donner du sens aux études, c'est donc les inscrire dans un schéma linéaire, dans un ordre de progressivité des situations, des activités d'apprentissage. On a donc l'idée selon laquelle il faut conduire les élèves d'un point donné à un autre point donné, et puis les curricula vont permettre ce plan d'apprentissage progressif dans un ordonnancement assez réfléchi et surtout institutionnalisé. Donc, ça, c'est, j'allais dire, c'est la pédagogie formelle dont parlait Philippe. Ce sont des choses qu'on sait plutôt bien faire dans les SP. Ce sont des choses pour lesquelles les collègues enseignants du secondaire et du primaire sont formés. En revanche, avoir du sens, quand les apprentissages ont du sens, non pas sur le plan, comment dirais-je, géographique ou balistique, mais sur le plan de la signification, c'est une autre affaire. Et c'est là où les choses se complexifient, et les propos des collègues avant moi le démontrent bien, se complexifient, et donc je voudrais apporter ma part modeste d'intelligibilité à ce débat à partir de deux questions que je voudrais poser. La première est: pourquoi est-il légitime de poser la question du sens des études? Et la deuxième: pourquoi est-il important de rappeler à quoi sert l'école? Alors, pourquoi est-il légitime de poser la question du sens des études? Si je la pose, et si elle est posée de cette manière-là, c'est que si on a un regard un peu historique des choses, bon, les collègues ont cité évidemment la figure tutélaire de Durkheim. Eh bien, ça permet de rappeler que la question du sens des études, la question du rapport au savoir et aux apprentissages ne se posait pas sous l'école de la Troisième République, ne se posait pas à l'école de la République, tout simplement parce que les choses allaient de soi, c'est-à-dire que le sens des études n'était pas un problème, tout simplement parce que les apprentissages et les programmes relevaient d'abord des théodicées républicaines, c'est-à-dire ces récits fondateurs qui faisaient le sens de la Troisième République. Et de ce point de vue, Durkheim est, comme je disais, une figure tutélaire et emblématique parce qu'il a démontré l'idée selon laquelle la fonction de l'école était d'abord une fonction d'intériorisation des valeurs nationales, patriotiques, de la manière avec laquelle l'école devait avoir une fonction d'assomption des élèves vers une culture commune et de partage de réalité. C'était le rôle de la morale sociale, c'était le rôle d'une perception de soi dans une communauté universelle. Alors, en disant cela, j'ouvre juste une petite parenthèse. Évidemment, on voit bien, comment dirais-je,
l'aspect un petit peu éculé de la lecture durkheimienne, ce qui peut faire sourire aujourd'hui quand il y a un débat autour du port de l'uniforme. Je ferme la parenthèse. Là, la deuxième école qui succède donc à l'école de la République, c'est l'école démocratique de masse, dont les historiens, alors qu'il s'agisse de Lelièvre ou Antoine Prot, ben, montrent très bien le processus de démocratisation de l'école et la manière avec laquelle les effectifs croissent. Et plus les effectifs croissent, plus la durée de la scolarité s'allonge. Et d'ailleurs, ce qui permet aussi à certains sociologues, notamment Baudelot et Establé, de montrer aussi que le niveau monte. Ce n'est pas rien. C'est-à-dire que de ce point de vue-là aussi, on a un effet d'augmentation du niveau de savoir minimum, quand bien même dans le niveau monte, Baudelot et Establé précise quand même qu'il y a, alors à l'époque, en 90, qu'il y avait 20% d'élèves, de jeunes, qui n'avaient pas la maîtrise des éléments fondamentaux de ce savoir minimum. Alors cette école s'est massifiée, cette école hétérogène, et cette école s'est fractionnée, c'est le terme de fragmentation qui a été utilisé tout à l'heure, et par Vincent et par Jean-Marc Lange, je crois. Ça veut donc dire que le sens des études est à replacer dans la complexité des enjeux scolaires. Alors, reprenons les trois termes, massifier, les effectifs scolaires au collège, au lycée et, ne l'oublions pas, dans l'enseignement supérieur, eh bien, se sont massifiés à telle enseigne qu'un certain nombre de politiques éducatives participent aussi de ce mouvement-là. Je pense au moins 3+3, mais je pense aussi à la manière avec laquelle, dans le supérieur aussi, la question du rapport au savoir, la question du sens, la question des apprentissages se pose aussi. Ce qui veut dire aussi que c'est intéressant de noter que, par exemple, les travaux des collègues à l'époque d'Escole sur le secondaire, ben, ça mériterait des transpositions maintenant au supérieur, comme le font d'ailleurs actuellement d'autres collègues. Elle est hétérogène, l'école est hétérogène, ben, évidemment, puisqu'elle se massifie avec le collège unique, etc. Bon, des choses que tout le monde connaît bien ici. Eh bien, on a une diversité des profils. Et puis, une école fractionnée, elle est fractionnée par des problématiques aujourd'hui qui sont des problématiques urbaines, rurales, générales, professionnelles, REP, REP+, et puis aussi expérimentales, innovantes. Je pense par exemple à des dispositifs particuliers où justement il y a comment dirais-je, des scénarios didactiques assez particuliers, comme c'est le cas dans les micro-lycées, qui sont chargés de redonner du sens aux études, aux jeunes en situation de décrochage scolaire qui retournent en formation, donc que ce soit micro-lycée ou lycée expérimental, par exemple. Donc tout ça participe de cette fragmentation dont on parlait tout à l'heure. Et puis cette fragmentation, elle n'est pas que l'apanage du secondaire, je le disais tout à l'heure, dans l'enseignement supérieur, grandes et petites écoles, classes prépa, IUT, BUT, apprentissage, etc. Eh bien, il me semble que tout ça, cette fragmentation contribue à faire que derrière les murs de l'école qu'on prendrait pour homogènes, eh bien, on a des établissements, des dispositifs avec des caractéristiques propres, avec ses propres traditions. On a des règles bureaucratiques qui sont définies par l'autorité centrale, mais dont on sait, grâce à d'autres collègues sociologues, que ces règles bureaucratiques sont appliquées avec des marges d'autonomie, précisément pour aménager les enseignements et parfois aussi les procédures de certification. Et que, au final, tout ce contexte-là, toute cette évolution-là participe de la complexité autour de la question du sens. Tout simplement parce que la société a évolué et en même temps que la société évolue, ben, l'école évolue avec elle. Alors, comment peut-on s'en sortir? Comment peut-on s'en sortir de cette affaire? C'est qu'il y a deux possibilités.
pour comprendre, donc, pour le coup, le sens que les élèves donnent à l'école, le sens que les élèves donnent aux études et aux apprentissages, c'est que, une fois qu'on a pris acte de la diversité des profils d'élèves, on pourrait, par exemple, partir de leurs origines sociales et, de cette manière, expliquer la réussite des uns, par exemple les héritiers, et expliquer l'échec des autres, par exemple les boursiers. Mais évidemment, cette approche-là est largement insuffisante, non pas que l'origine sociale ne pèse pas dans le parcours, dans le sens que les élèves donnent à leur parcours, le sens géographique et puis le sens au sens appropriation des connaissances et des savoirs, parce que, à y regarder de près, ce que l'on voit, c'est que les conduits des élèves à l'école démocratique de masse ne se laissent pas totalement enfermer dans les grandes variables classiques de la sociologie de l'éducation. Encore une fois, j'insiste, cela ne veut pas dire que les trajectoires scolaires échappent totalement à cette vision balistique, pour reprendre la métaphore de Passeron, la vision balistique des déterminismes sociaux, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de départ, on peut deviner le point d'arrivée, mais que les variables classiques n'épuisent pas la diversité des parcours, des projets et des conditions d'études. Donc, ça vaut la peine d'aller voir comment les tableaux de famille se peignent, pour reprendre une référence maintenant classique. Donc, comment ces tableaux de famille se peignent? Parce que c'est sociologiquement plus instructif que de regarder les images d'Épinal de la République. Alors, cela permet aussi, cette façon de faire, de comprendre aussi le phénomène des transfuges, lequel phénomène est mentionné par Patrick Rayou dans son texte, alors qui sont des transfuges ascendants, c'est-à-dire, comme le qualifie Patrick, ceux qui ne devraient plus être à l'école et qui y restent, mais aussi, à l'inverse, ça peut aussi permettre de comprendre ceux qui ne sont plus à l'école alors qu'ils auraient dû y rester. C'est-à-dire que ça vaut la peine aussi, dans ce rapport aux études, dans le sens donné au savoir, se poser la question de ceux qui réussissent alors qu'ils n'auraient pas dû réussir et ceux qui échouent alors qu'ils auraient dû réussir. Ça permet aussi, autre aspect, de comprendre la manière avec laquelle on peut sécuriser les parcours discontinus. Et là, je fais référence à un aspect du texte de Vincent sur la possibilité de réformer les curricula en réfléchissant à la fois à la pluralité de l'offre de formation, au moyen d'offrir à la jeunesse des possibilités d'assumer la discontinuité de leur parcours et garantir ou sécuriser la prolongation de leur parcours en dépit d'une certaine discontinuité. Alors, tout cela pour insister sur le fait que la construction du sens des apprentissages n'est pas indépendante des expériences et des manières d'entrer, de manière des élèves, de manière des jeunes, de manière des enfants, des adolescents, des jeunes et des jeunes adultes. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi j'insiste sur ces différentes étapes de la vie. Donc, de leur manière de rentrer dans le rôle d'élève et aussi, j'y reviendrai aussi tout à l'heure, dans la manière dont les enseignants ou dans les adultes entrent dans le rôle d'enseignants. Alors, cette manière de considérer les choses, Vincent, je n'ai pas pris le temps. Peux-tu me dire, s'il te plaît, combien de temps il me reste? On ne t'entend pas, Vincent, désolé. J'avais oublié de remettre mon micro, excuse-moi, 8 minutes. 8 minutes, ok. Merci, je fais attention parce que comme je sais qu'après, comme tu disais, tu distribues les bons points et que l'évaluation est importante. Voilà, donc... On a un tableau avec Patrick d'évaluation très précis, un tableau Excel, enfin tu vois, bon. C'est ça, et puis comme avant, je cherche à accumuler les bons points pour avoir l'image après. Oui, okay. Alors, donc,
euh, tous ces aspects-là que je viens de d'énoncer dans la première partie de mon propos permettent de resituer le débat dans une certaine sociologie de l'école, à la fois, comment dirais-je, ancienne, entre guillemets, et puis un peu plus contemporaine. Mais j'insiste là-dessus, qui ne consiste pas à dénigrer l'effet des déterminations sociales, ça c'est évident, mais en même temps, qui insiste sur la nécessité de travailler, de creuser, de comprendre le rapport des élèves, c'est-à-dire l'engagement subjectif des élèves dans les études, mais aussi l'engagement subjectif des élèves dans leur établissement, dans leur rapport aux enseignants, dans leur rapport à la discipline, etc. Il me semble que c'est tout à fait important de considérer cette affaire-là, ne serait-ce par exemple que pour comprendre la manière avec laquelle les élèves sont des êtres, évidemment par définition, qui grandissent, qui montent en âge, et à mesure qu'ils montent en âge, eh bien, ils changent comment dire, ils passent un certain nombre d'étapes de la vie, de l'enfance à l'adolescence. Et là aussi, le rapport au savoir et le rapport aux apprentissages changent, notamment à l'entrée au collège, où les questions de coéducation, où les questions de co-apprentissage sont éminemment importantes, ne serait-ce que parce qu'elles retirent aux enseignants une part de leur légitimité. D'où la remarque tout à l'heure sur la manière avec laquelle les enseignants entrent eux aussi dans leur rôle d'enseignant. C'est une question qui doit se poser de la même manière que la façon dont les enfants entrent, ou les adolescents entrent dans leur rôle d'élève. Alors, pourquoi ils y rentreraient ? Pourquoi les élèves devraient-ils entrer dans le... Pourquoi les enfants, pourquoi les adolescents, pourquoi les jeunes devraient-ils entrer dans leur rôle d'élèves, de collégiens, de lycéens et d'étudiants? Ce qui pose, du coup, la deuxième question, à quoi sert l'école? Et les élèves, les adolescents, etc., ont-ils intérêt à entrer dans ce rôle-là? Eh bien, cette deuxième question est tout aussi importante à poser que la première, dans la mesure où ça renvoie aux fonctions de l'école. C'est-à-dire que une part du problème du sens des études, une part du problème du rapport aux apprentissages, eh bien, concerne précisément les fonctions de l'école et à quoi sert l'école. Alors, pour le dire de manière très schématique, parce que d'autres collègues l'ont dit beaucoup mieux que moi, que ce soit François Dubé ou Maru Durubella présente aujourd'hui. Alors, ces fonctions de l'école, d'abord une fonction de critique intellectuelle, mais c'est pas, comment dirais-je, honteux de dire ça, que de considérer que l'école aussi, ça sert à construire une réflexivité, ça sert à devenir un acteur critique. Et soit dit en passant, cette fonction critique, de critique intellectuelle, historiquement, elle était d'abord réservée à l'école des notables. Quand je faisais la mise en perspective historique tout à l'heure, dans l'école de la République, vous le savez aussi bien que moi, l'école de la République était une école qui était duale, en ce sens où d'un côté l'école des notables et de l'autre côté l'école du peuple. Donc cette fonction de critique intellectuelle, elle était d'abord réservée à l'école des notables, d'ailleurs, soit dit en passant aussi, plutôt aux garçons, dans la mesure où la crainte existait que les jeunes filles, de bonne famille d'ailleurs, soient détournées de leur vocation féminine. C'est-à-dire, en l'occurrence, être des mères et des épouses au foyer. Deuxième fonction de l'école, à quoi sert l'école? Ben, l'école sert à éduquer. Elle sert à éduquer et, encore une fois, l'école de République est très durkheimienne, a une conception verticale de l'éducation, et c'est tous les aspects inhérents à l'éducation morale. Et puis, aujourd'hui, eh bien, c'est la question de l'horizontalisation
des apprentissages, la coéducation, notamment entre adolescents, ce que Anne Barrère a pu développer à travers l'école buissonnaire. Troisième fonction, et là aussi, ce n'est pas, comment dirais-je, honteux de le dire, au contraire, je crois que c'est sans doute aujourd'hui la fonction qui prend le plus d'acuité, peut-être, c'est la fonction de l'adaptation au marché, c'est-à-dire la fonction d'adaptation par les qualifications, alors que, encore une fois, historiquement, à l'école de la République, eh bien, cette fonction d'adaptation était réduite à sa portion congrue, c'est-à-dire, dans l'école du peuple, on demandait aux enfants de savoir lire, écrire et compter, et puis qu'ils aient le certificat d'études, ce n'était pas un problème. Eh bien, aujourd'hui, on a des apprentissages qui se sont éminemment complexifiés. Encore une fois, parce que le monde lui-même s'est complexifié. Alors, c'est dire si, dans cette complexité-là, il revient aux élèves eux-mêmes de construire le rapport au savoir. Il revient aux élèves eux-mêmes de donner du sens aux études, à leurs études, pour ou en dépit de ces fonctions. C'est à eux, d'une certaine façon, c'est là où le sens des études, le sens des apprentissages change d'assiette, d'une certaine manière, si je puis dire. C'est que, à quoi cela sert-il d'aller à l'école? Pour y faire quoi? Pour qui? Et avec qui? Ce sont autant de questions qui permettent d'étayer, ou en tout cas de venir apporter des éléments de réponse à une phrase qui est contenue dans le texte de Yves Reuter, qui dit à juste titre, le sens ne peut être imposé, il est reconstruit par chacun. Je crois que c'est fondamental et c'est tout à fait juste. D'ailleurs, dans le texte de Vincent, l'exemple des bacheliers professionnels et le choix des orientations réalistes qui, en même temps, les préparent à une profession en phase avec leur aspiration, montrent combien ces dimensions compréhensives sont éminemment importantes, combien ces dimensions subjectives du rapport aux apprentissages et du sens des études eh bien, renvoient à la fois aux éléments du système scolaire, c'est-à-dire des établissements types, des filières types, des finalités types de professionnalisation. Et puis, on pourrait continuer les choses, une prise en charge d'élèves types dans les micro-lycées pour les décrocheurs, dans les SECPA pour les élèves à besoins éducatifs particuliers, de cette mise en perspective à la fois historique et sociologique, eh bien, m'amène en fait à rappeler qu'il est tout à fait opportun, évidemment, de savoir pourquoi la question du sens est devenue aussi importante et du coup insister sur la nécessité d'élargir la question du sens de l'école et de la forme scolaire, premièrement à la manière avec laquelle l'école enseigne, fait apprendre, et en même temps enseigne et fait apprendre ce qui aujourd'hui peut parfois être accessible à tout le monde. En quelques clics, eh bien, il y a des apprentissages que les élèves peuvent faire et donc se passer d'une certaine façon des enseignants. Mais surtout, je crois qu'il faut aussi ne pas perdre de vue le fait que le sens du travail, le sens des études ne se joue pas uniquement à l'école, et il se joue aussi en dehors des murs de l'école, et que ça suppose donc aujourd'hui, du fait de la complexité des enjeux autour de l'école, de aussi bien penser les articulations ou au contraire les désarticulations entre le temps scolaire et le temps périscolaire, entre ce qui se joue à l'école et ce qui se joue hors de l'école. Et donc, ça signifie que dans cette perspective-là, dans ce que Giddens appelait le désemboîtement du temps, des temps sociaux, et en particulier du temps scolaire, du temps périscolaire, du temps familial et du temps libre, se posait aussi la question de la manière avec laquelle des acteurs scolaires, périscolaires, familiaux, associatifs, etc., c'est-à-dire toute cette armada qui gravite autour de l'élève à l'école et en dehors de l'école,
participe aussi de la construction du sens des études, participe aussi de la manière avec laquelle les élèves, les collégiens, les lycéens et aussi les étudiants vont construire leur parcours, vont construire leur rapport aux études et leur rapport au savoir. Voilà, merci.